On va passer à la suite du programme. Une première table ronde qui est un atelier créatif et interactif et qui est sur le sujet de pourquoi entreprendre quand on est ingénieur, chercheur ou doctorant, au féminin évidemment, pas que masculin. Donc ingénieur, chercheur, chercheuse, doctorant, doctorante. On va inviter du coup Guillaume Brachet, Alexis Delmer, Vincent Puard, Damien Joly, Marielle Defontaine et Christelle Rivas pour la modération. Je vous en prie, installez-vous, n'ayez pas peur. Je vais vous laisser du coup la parole. Je vais vous laisser mener tout ça ensemble. Et vous avez à peu près 30 minutes pour mener à bien tout ça. Et puis je vous retrouverai juste après. La parole est à vous. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être là. Je suis très honorée d'avoir l'honneur d'animer cette première table ronde et de lancer cette table ronde sur une question que vous posez certainement tous, parce que sinon vous ne seriez pas là. Mais pourquoi entreprendre ? Donc, moi, je suis Christelle Rivas. Je travaille chez Pépite Centre Val-de-Loire. Je vais juste vous dire 2 mots de Pépite avant de vous présenter nos intervenants. Donc, Pépite, on est le pôle entrepreneuriat étudiant de la région Centre Val-de-Loire. Donc, on a été fondé en 2014 par les universités de Tours, d'Orléans, l'INSA, Centre Val-de-Loire. Et donc, on accompagne les étudiants sur la création d'entreprises et l'esprit d'entreprendre. Donc, notre mission, c'est vraiment la sensibilisation et l'accompagnement des étudiants, où qu'ils soient en région. Donc, on est sous la houlette du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et en partenariat avec le Conseil régional. Donc, on a à cœur d'insuffler l'esprit d'entreprendre à tous les étudiants, où qu'ils soient en région. Donc, cette grande question de pourquoi entreprendre, j'ai autour de moi 5 chercheurs et entrepreneurs. On est presque à la parité, c'est bon. Donc, ils sont tous, leur point commun, c'est qu'ils sont tous issus du monde de la recherche. Ils ont eu des parcours assez différents. Ils ont entrepris à des moments différents. Donc la question que j'ai envie de leur poser, c'est de savoir pourquoi ils ont entrepris. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ils sont passés à l'acte d'entreprendre ? Est-ce qu'il y a eu un moment décisif dans leur carrière, dans leur parcours, une rencontre ? Je sais pas. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir avec eux. Voilà, donc ils l'ont fait. Ils vont nous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui les a motivés ? Et donc je vous dis que c'est un atelier participatif. Donc en fait, on a un 6e participant, ça va être vous, le public. Donc je vais vous poser des questions pour commencer et pour lancer les débats. Donc est-ce que quelqu'un saurait quel est le pourcentage de jeunes chercheurs qui considèrent que la valorisation via la création de start-up fait partie de leur mission ? 12%. Est-ce que j'ai mieux ? 20. La réponse est 71%. C'est pas mal. Alors, ensuite, quelles sont les premières motivations pour entreprendre ? L'autonomie financière. Nos intervenants peuvent participer aussi. Non, bon. Alors, j'y vois pas de là, en fait. Voilà, donc les premières motivations, c'est les défis sociétaux et environnementaux, donc à 31%. Le deuxième, c'est justement de transférer les résultats de la recherche à 27%. Ensuite, c'est le challenge entrepreneurial à 17%. Et la liberté d'action, finalement, n'arrive qu'à 15%. Et ensuite, la dernière question, c'est quel est le pourcentage de jeunes chercheurs qui considèrent la création de start-up comme une option dans la poursuite de leur carrière ? C'est pareil, les enchères sont ouvertes. 30%. Bon, tout à l'heure, on était à 71%. 80, bon. Eh bien, c'est 44 la réponse.
Voilà, donc justement, dans nos intervenants, donc je vais vous laisser la parole pour vous présenter. Parce on va peut-être commencer par Guillaume et Alexis, du coup, qui sont des jeunes étudiants et jeunes docteurs. Donc je vais vous laisser vous présenter. Alors, je ne sais pas à partir de quand on est jeune et à partir de quand on passe de l'autre côté. Enfin, je suis flatté d'être dans les jeunes, ça m'étonne beaucoup en même temps. Donc effectivement, Guillaume Brachet, j'ai une activité historiquement d'enseignant et de chercheur. Je suis pharmacien de formation et docteur en biotechnologie. Et le déclic pour entreprendre, ça a été une fin de contrat. Donc c'est un déclic assez brutal et une volonté assez pragmatique finalement qu'on démarrait ça. J'ai donc voulu transférer des compétences qui étaient plutôt des compétences qu'on appelle des soft skills, puisque étant enseignant et chercheur, quand j'ai été accompagné par Pépite et la CCI pour la préparation de mes entreprises, enfin de mon entreprise initialement, on m'a dit fais ce que tu sais faire. Et donc je savais enseigner et chercher. Donc j'ai deux types d'activités qui se concrétisent par deux structures. Une activité qui est plutôt diffusion des connaissances scientifiques et vulgarisation, et une activité qui est plutôt deep tech, puisque c'est de la veille scientifique et technologique assistée par intelligence artificielle. Voilà, je vais laisser la parole à mon homologue jeune. Bonjour à tous, donc Alexis Delmer, je suis étudiant entrepreneur, donc étudiant à Polytech Orléans. Et j'ai récemment créé en octobre dernier la startup Delog. Donc c'est une société qui a pour objectif de commercialiser un logiciel d'optimisation de chargement. Derrière ça, c'est destiné du coup pour les poids lourds et tout ce qui est camions, conteneurs, ces choses-là. Et l'idée derrière, c'est en optimisant leur chargement un peu à l'image d'un Tetris, comme vous pouvez l'imaginer, derrière, on pourrait réduire le nombre de camions sur les routes, en fait. Et donc, l'activité entrepreneuriale, elle s'est lancée pour répondre à la question à l'aide d'une rencontre quand je suis allé toquer à Polytech Startup Lounge avec Guy Boulanger, et que derrière, on m'a lancé sur l'activité de Pépite et tout l'accompagnement qu'il propose. Et derrière, ça m'a permis de créer, en octobre dernier, après plus d'un an de travail, histoire de mettre le projet à fin, en fait. Voilà. Merci. Du coup, qu'est-ce qu'il y a du coup, je vais préciser aussi pour Pépite, du coup, ce qu'on entend par jeune, parce que du coup, parce qu'on est tous jeunes dans notre tête, hein, c'est juste dans la tête. Donc voilà, chez Pépite, on accompagne tous les étudiants et jeunes diplômés jusqu'à 3 ans après leur diplôme, donc de Bac+1 jusqu'au doctorat et donc jeune docteur. Voilà, pour préciser la notion de jeune. Merci Guillaume. Du coup, peut-être aussi, Vincent, toi, tu as été doctorant aussi, et toi, tu as créé à partir d'une technologie issue d'un laboratoire, peut-être, qui n'était pas issue directement de ton laboratoire. Donc, peut-être tu peux nous parler de ton expérience. Oui, tout à fait. Déjà, je suis très content d'être ici, parce que je suis un peu un produit de Tours. J'ai fait toutes mes études à l'université, une thèse à l'INRA et à l'hôpital Bretonneau. Et au cours de ces différentes expériences et des gens que j'ai pu rencontrer, j'ai travaillé sur un sujet qui était à l'époque des biomarqueurs, et notamment un chercheur un peu fou, algorithmicien, un jeune chercheur, qui s'appelle toujours Thomas Bourcard, qui développait des algorithmes pour essayer de combiner différentes sources de données. À la suite de ça, on a un peu perdu contact. Il a continué à travailler sur des problématiques plutôt orientées sur les anticorps. Moi, je suis parti faire un postdoc dans une start-up en Angleterre, puis dans un travail plutôt académique au Luxembourg. Je suis revenu à l'Institut Curie. Et au fur et à mesure du développement des technologies de l'anticorps, l'équipe qui était restée à Tours a continué à développer ces technologies et a pu mettre en évidence des solutions d'IA pour le développement de médicaments anticorps par informatique. Et finalement, ce qui a été le déclic pour créer cette société, c'était vers 2016, où on a commencé à travailler sur le projet. Finalement, ça a été une demande de la part du monde académique et de société qui souhaitaient accéder à cette technologie-là. Et comme les chercheurs n'ont pas vocation à faire de la prestation de services, on a vu qu'il y avait une possibilité de créer de la valeur, non pas seulement financière, mais aussi d'augmenter tout ce qui était tissu économique en région centre, avec la création d'emplois, puisqu'aujourd'hui on est 15 personnes. Et c'est ce qui nous a motivés dès le départ en fait, à créer cette structure, et aussi pour sécuriser certains postes de chercheurs ou de postdoctorants
qui n'était pas reconduit. Et est-ce qu'il y a un moment, parce que je crois que tu n'as pas créé tout de suite après ta thèse, donc est-ce qu'il y a un moment particulier où tu t'es dit, ça y est, je me lance? Qu'est-ce qui a fait que finalement tu as décidé de vraiment créer? Alors, je n'ai pas créé tout seul, on est 4 cofondateurs. On est paritaire, hein, 2 hommes, 2 femmes, je tiens à le préciser. Et en fait, ce qui a été le déclic, c'est 2 éléments. Le premier, une demande ou une potentielle validation du marché. Et le deuxième point, ça a été la reconduite ou non reconduite de certains postdoctorants. Et puis l'opportunité tout simplement de se lancer aussi dans l'aventure. Il n'y a pas une rencontre ou quelque chose, Non, ça s'est fait assez naturellement. Enfin, les rencontres, elles ont été sur le long terme. Ça a été des discussions avec beaucoup de gens qu'on a pu rencontrer, soit moi ou les autres cofondateurs. Mais il n'y a pas eu un déclic. Vraiment, ce qui a créé le passage à l'acte a été, pour moi, en tout cas de mon point de vue, la validation du marché. Et est-ce que quand tu étais doctorant, tu t'imaginais créer une entreprise plus tard? Alors, ce que je savais, c'est que je voulais pas faire de recherche fondamentale. J'étais pas du tout fait pour ça et je voulais avoir quelque chose qui était immédiatement applicable dans la vraie vie, si je puis dire. Notamment en étant dans le côté hôpital, avoir ce côté intérêt du patient ou qui puisse répondre à un besoin de santé. Donc je savais que je finirais pas enseignant-chercheur, c'était pas du tout ma volonté. De là à me dire que j'allais être CEO d'une société, non, peut-être pas non plus. Je trouve que voilà, ton parcours est assez inspirant parce que justement, on peut être en thèse et justement ne pas prévoir qu'on va finir CEO d'une start-up de 15 personnes et finalement, ça arrive. Je pense qu'on ne se prévoit pas ce genre de choses ou alors il faut vraiment être très carré dans sa tête. Et c'est peut-être pas bon avec l'entrepreneuriat si on est trop carré aussi. Ouais, mais justement, c'est une bonne nouvelle. Et puis voilà, comme Guillaume ou comme Alexis, vraiment la création d'entreprise peut vraiment être une source d'insertion professionnelle finalement. Peut-être Guillaume, tu peux aussi préciser sur ton parcours vraiment ce qui a fait que tu as entrepris et les moments qui ont été importants pour toi. Alors, des moments importants, il y en a eu plein. Plutôt d'ailleurs après avoir démarré qu'avant. Finalement, quand j'ai commencé, ça a été pas mal quelque chose dont je m'imaginais que ce serait un truc temporaire, le temps de trouver un poste quelque part. Et donc, une fois que j'ai eu commencé ma première activité, qui était une micro-entreprise qui servait à mettre des nouilles dans le placard, hein, comme on dit, j'ai continué à chercher des postes en CDI un peu partout. Et puis, ils sont venus effectivement des rencontres sur la route avec des gens que j'avais déjà croisés dans des congrès, le propriétaire de l'algorithme d'intelligence artificielle qu'on utilise notamment, qui m'a rappelé après 6 mois d'activité pour me dire « Écoute Guillaume, ce serait sympa qu'on fasse un truc côté pharma pour trouver des médicaments. » Et puis, ça me plaisait bien cette idée-là. J'avais aussi cette vision assez appliquée de la recherche où j'avais envie d'avoir un impact sur des traitements. Et finalement, cette rencontre-là, rien que celle-là, en 1 an et demi, on a 2 projets. On a un médicament qui va être mis sur le marché dans les mois qui viennent, j'espère, dans un domaine qui est l'endométriose, qui est issu de notre recherche. Et puis, on a une activité prospective, puisque moi, je suis un patient, hein, comme beaucoup de gens. Je suis malade de Parkinson. Et donc, on a une activité prospective. Et en étudiant la littérature, j'ai trouvé une solution, un possible traitement qui empêche la maladie d'évoluer. Et donc, on est en train de déposer un brevet. Enfin, on a posé un brevet provisoire. Et on est en train de poursuivre ce dépôt de brevet par des expérimentations qui vont permettre d'étayer ça et puis de proposer à terme un traitement. Donc c'est vraiment des rencontres et puis une volonté d'aller vers le patient, vers la clinique qui se font aussi bien avant qu'après finalement avoir commencé à entreprendre. Mais c'est pareil, toi, quand tu étais doctorant, tu t'es pas dit je finirai CEO de ma start-up Typiquement, non, j'espérais faire enseignant-chercheur. Et du coup, peut-être on peut enchaîner sur toi, Marielle, du coup, qui justement était enseignant-chercheur et qui, du coup, aussi a entrepris à un autre moment dans ta vie. Merci d'abord, Christelle, et puis la BPI d'avoir organisé cet événement. C'est, je pense, toujours très, très intéressant de partager des choses autour de l'entrepreneuriat.
Alors, je ne suis pas enseignant-chercheur, hein. J'étais chercheur C'est vrai, pardon. au sein du CHU et de l'université, bien sûr. Dans un labo, on développait beaucoup de technologies ultrasonores pour des applications médicales. Donc, j'ai travaillé pendant plus de 25 ans sur ces sujets-là. Et sur un des projets qu'on développait, on a déposé un brevet avec l'université et le CHU. Et on s'est demandé qu'est-ce qu'on en fait, comment on le valorise. Et la question était posée par le service Valo. Est-ce qu'on crée une entreprise? Est-ce qu'on vend le brevet à une industrie, à un industriel? Et le collègue avec qui je travaillais à l'époque avait l'ambition de créer une start-up. Donc j'ai dit je suis à 200%, on y va. Et c'est comme ça qu'a germé le projet de création d'entreprise. Et je rejoins Vincent aussi sur le fait qu'on a balisé par une première étude de marché très conséquente pour vérifier que ce n'était pas juste un petit caprice dans nos têtes et pour qu'il y ait un vrai marché derrière. C'était bien le cas. Et en 2014, j'ai cofondé ReaWave avec une de mes doctorantes, Hélène Lebertre. Et aujourd'hui, ReaWave compte une petite dizaine de personnes et on développe des capteurs pour l'industrie, pour le suivi en ligne et sans contact des propriétés d'évolution du produit pendant sa fabrication et qui aident les industriels à économiser des matières premières, de l'énergie, être aussi plus efficients sur leur ligne de production. Et notre terrain de jeu est très très vaste. Il va de l'industrie agroalimentaire à la cosmétique, aux industries des polymères et des caoutchoucs. Et je voudrais souligner aussi l'importance des réseaux qu'il y a eu sur lesquels on a pu profiter, sur lesquels on a pu s'appuyer très tôt au démarrage du projet. Et les pôles de compétitivité, notamment les deux que vous connaissez en région, pour nous ont été très importants. L'Élastopole, qui est devenu maintenant le pôle Polyméris, et la Cosmétique Vallée aussi, qui nous a tout au démarrage bien aidés, bien sûr, hein, en plus de tous les autres supports plus financiers, plus en lien avec le tissu économique, comme la région, le service valorisation de l'université. Et à l'époque, il y avait un incubateur, l'Ancéo, l'incubateur régional aussi, qui nous a aidés beaucoup au démarrage. Alors, je sais que du coup, le parcours n'a pas été simple. Bon, si tant est qu'il puisse y avoir un parcours entrepreneurial simple, hein, mais je sais que tu as beaucoup hésité entre faire du concours scientifique, devenir CEO ou pas, qu'il y a une phase de recherche de CEO et finalement, tu as décidé de devenir toi-même CEO. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça peut-être et nous dire qu'est-ce qui a fait que finalement tu as décidé de devenir toi-même CEO? Sans problème. Vous l'avez compris, mon choix de départ n'a pas du tout été motivé par le fait de devenir chef d'entreprise. Je ne me suis jamais levée le matin en me disant ce sera mon futur métier, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, je suivais un de mes collègues pour être dans l'aventure. C'est vraiment le projet de développement, d'amener un travail sur lequel on avait travaillé pendant plusieurs années, qui nous semblait super intéressant, pertinent pour le monde industriel, qui a été ma plus grande motivation pour créer l'entreprise, et puis des rencontres. Donc vous avez compris, malheureusement, j'ai pas créé avec mon collègue, et en quelques jours, quelques semaines, j'ai dû décider ce qu'on faisait de ce projet. ReaWave n'était pas encore créé.
Et là, c'est là que c'est important, outre bien sûr la famille, les très très proches qui sont toujours présents, d'avoir des gens autour de soi qui vous aident à réfléchir sur ça. Et il y avait Delphine et Christelle à l'université, Mélodie Fourez aussi qui m'a beaucoup soutenue au départ et qui faisait partie de DevUp maintenant, et qui m'a dit mais il faut y aller, t'as tout mis en place, je pense que le moment est bon, et donc on a réfléchi à comment je trouve que c'est bien quand on n'est pas tout seul pour créer une entreprise dans les deep tech. Bon, peut-être qu'il y en a qui sont très très forts et qui arrivent à le faire seuls. Moi, je me sentais pas la force de le faire toute seule. Donc effectivement, il y a des dispositifs en France qui permettent de trouver son CEO. Donc on a un petit peu travaillé autour de ça avec Challenge Plus qui héberge l'école de commerce HEC à Paris. Finalement, j'ai pas trouvé mon CEO préféré de cette façon-là. Et c'est avec la personne avec laquelle je travaillais au quotidien au laboratoire, qui, sûrement pour pas tout à fait les mêmes motivations que moi, puisqu'elle était en postdoc avec moi sur le projet depuis sa thèse, et ben on a décidé de se lancer ensemble dans l'aventure. On a déposé le concours BPI, et puis voilà, ReaWave, on a cofondé ReaWave en 2014, toutes les deux, et une troisième doctorante du projet nous a rejoint très peu de temps après, quelques mois après, et elle est maintenant ma CTO sur l'entreprise. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait un petit peu naturellement. Je me suis posé des questions pendant un tout petit temps, mais voilà, pour moi, c'était hors de question d'abandonner le projet. On avait trop travaillé dessus et investi beaucoup d'énergie, et ça me tenait vraiment à cœur de poursuivre l'aventure. On avait encore rien, aucun signal qui nous permettait de dire qu'il fallait pas y aller. Donc voilà, on s'est lancé, et je n'ai aucun regret sur le choix qui a été fait il y a maintenant 7-8 ans. C'est une belle aventure, en tout cas, humaine surtout, de ce que j'entends. Oui, bien sûr. Je pense que pour tout le monde ici, enfin, je pense, ça reste une aventure humaine très très forte et très précieuse, où on rencontre une multitude de gens qui peuvent être en plus très différents du monde dans lequel on a été habitué à être. Moi, j'ai quand même 25 ans de recherche académique, pas fondamentale. D'ailleurs, ça, c'était peut-être un point qui a fait qu'on a basculé assez facilement. Le labo dans lequel j'étais travaillait beaucoup sur des projets industriels, médicaux et industriels. Et du coup, c'était assez facile de se projeter aussi dans des projets industriels. Super, merci. Du coup, en parlant d'industrie, on a Damien Joly qui lui aussi vient, alors du coup, qui a un parcours un peu différent, mais tout aussi intéressant, qui est aussi docteur, qui a fait un passage dans l'industrie et qui du coup a décidé de créer, avec une industrie qui avait déjà des collaborations avec des laboratoires de recherche, et du coup, au départ de cet industriel, tu as décidé de créer ta start-up. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, tout à fait. Merci Christelle. Déjà, merci à tous pour cette journée et l'invitation. Effectivement, tout comme mon voisin Vincent, je suis un pur produit tourangeau, puisque je suis venu ici faire mes études d'ingénieur à Polytech, côté méca. Et juste pour la petite anecdote, pour le bon mot, il y a 12 ans, quasi à date, j'étais là en train de défendre ma thèse dans cette salle. Donc, pour la partie jeune chercheur, bon, c'est un peu cuit pour moi, mais je vais enchaîner. Du coup, oui, en définitive, par rapport à ma thèse, derrière, j'ai eu la chance et l'opportunité de m'essayer un petit peu à l'enseignement, puisque j'ai été à TER, puis j'ai fait un postdoc au niveau du laboratoire de mécanique et de rhéologie, qui maintenant
et à l'intérieur du laboratoire Gabriel Lamé, dont l'antenne locale du coup est dirigée par le professeur Stéphane Méot. Donc je me suis aussi essayé, je dirais, à l'enseignement. Effectivement, à un moment, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, faut faire bouillir la marmite. Donc, je suis retourné dans l'industrie au sein d'un grand groupe qui est le groupe Sandvik, une grosse multinationale qui travaille dans tout ce qui est, entre autres, solutions d'usinage, outils coupants, des choses comme ça. Et le déclic, en fait, par rapport à tout ça, et ce qui fait que je suis là avec mes camarades entrepreneurs aujourd'hui, c'est qu'en fait, fin 2018, annonce de, on va dire, un plan de sauvegarde de l'emploi, des choses se passaient avec des regroupements ou autres, et puis l'industriel regroupait des activités, mais le site sur lequel on était ne faisait pas partie du futur, j'ai envie de dire, pour parler un peu crûment. La question s'est alors posée, du coup, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Comme je vous l'ai dit, étant un pur produit tourangeau au niveau recherche, ayant fait ma thèse, depuis le début, en fait, j'ai été en contact avec finalement des institutionnels, des académiques. Le lieu où finalement on travaille quotidiennement, qui s'appelle le CEROC, pour Centre d'études et de recherche sur les outils coupants, c'est finalement un endroit où, si ce n'est pas quotidiennement, c'est hebdomadaire à défaut, interviennent finalement le public et le privé. On a déjà eu l'occasion de parler de ça avec Christelle il y a déjà un petit moment. Mais du coup, c'est quelque chose de très fort et qui fonctionne finalement de rapprocher les académiques des industriels. C'est vraiment... tout le monde y gagne en fait. Et ça permet d'avancer, de développer des choses vraiment pertinentes et percutantes. Pardon. Dans les faits, pourquoi avoir entrepris ? Dans mon cas, c'est clairement une question, je dirais, d'opportunité. J'ai la chance d'avoir démarré avec deux associés formidables. Donc déjà, je ne suis pas tout seul aux manettes, effectivement. Et des fois, ça fait du bien, parce que quand on est tout seul, la détresse de l'entrepreneur qui est tout seul quand il a des décisions à prendre et qu'il est confronté à lui-même, c'est pas simple. Donc là, j'ai déjà 2 épaules, ça aide. Pour, je dirais, la partie pourquoi se lancer, tout simplement, fort de toutes ces années, aussi bien dans l'industrie que dans la recherche, on a identifié effectivement des zones où il y avait de la valeur, des choses qui pouvaient être faites. Et là où on intervient, nous, même si finalement, quelque part, on est une société de conseil, mais on a des machines, on a des équipements de caractérisation. Donc en fait, on a cette chance aussi. Je rejoins un petit peu Marielle par rapport à son commentaire sur un immense terrain de jeu. C'est que nous, on travaille de la matière, c'est-à-dire on reçoit de la matière, on est capable de la caractériser, de valider si oui ou non elle correspond à ce qui est prévu. Vous pouvez me croire, il y a des moments où les tolérances ou les normes au niveau des matériaux pourraient être surprises ou surpris. Et la mise en forme, vérifier dans quel état elle se trouve, et en fait on fait une boucle fermée au final entre le matériau, sa mise en forme, le process et comment transférer. C'est un mot qui a été abordé déjà par mes camarades tout à l'heure. C'est vraiment cette notion de transfert, parce que faire de la recherche, comprendre des choses, les développer, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait après ? C'est ça le truc. Ça c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est vraiment moteur aussi dans ces décisions en tant qu'entrepreneur. C'est quand on a eu la chance de travailler avec différentes personnes, différentes équipes, et de se dire, voilà, on a vu des choses, on s'est dit, tiens, là, il y a quand même un intérêt. Et à un moment, on se dit, tiens, finalement, je vais franchir le pas et je vais être acteur de ce qui va se passer après. Alors, effectivement, ça a été abordé. Il y a un des gros besoins d'avoir des personnes autour de soi. Je pense notamment aux familles, parce que c'est pas tous les jours facile quand on est entrepreneur. On a tendance à faire beaucoup d'heures, forcément. Mais du coup, c'est une formidable aventure. Et clairement, c'est vraiment un marathon. C'est pas un 400 mètres. Je pense que tous autour de la table, on peut le dire. C'est vraiment des choses qui vont se faire dans la durée. C'est effectivement important de s'entourer des bonnes personnes. Le réseau, on en a parlé, c'est indéniable. J'en profite pour remercier les institutionnels qui sont là aussi. Je pense, je les croisais tout à l'heure, je n'ai pas vu ici dans la salle, mais je pense à monsieur Thibaut Coulon, avec qui j'ai déjà échangé. Hervé Roussel, côté BPI. Pénélope Couture, qui était par là tout à l'heure, côté INPI, et son collègue, puisqu'on s'est vu il n'y a pas très très longtemps par rapport à des dépôts de brevets, des choses comme ça. Voilà, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est une aventure formidable, et c'est l'occasion aussi d'avancer, de créer des choses et de s'investir aussi pour sa région.
Ça a été dit juste avant, mais c'est pareil. Nous, on a créé fin 2019, on était 3. À l'heure où je vous parle, on est 9. Malgré une création en octobre 2019, fin novembre 2019, on pourrait se dire, bon, il y a la Covid qui est passée au milieu. C'était pas forcément. On pourrait être tenté de se dire que le timing était peut-être pas idéal. Pour autant, 2 ans après, on est encore là. On est heureux du plan Florence Relance. J'en profite pour remercier la BPI pour leur confiance sur un des projets qu'on a porté. Et voilà ce que je peux vous en dire en définitive. Tu nous as pas parlé de ta start-up. Certes, j'y viens. C'est pertinent. Donc, je dirais niveau start-up, nous, on va vraiment travailler les process d'usinage. Donc, on va essayer d'améliorer finalement ce qui est fait dans des lieux de production, dans des industries. On est capable, en définitive, de réaliser des essais de manière déportée, mais de manière représentative. C'est-à-dire que ce qui va tourner en usinage, que ce soit dans des petites structures ou même dans les grands groupes, on va chercher à qualifier des process, les améliorer. La finalité, c'est quoi ? C'est finalement de l'augmentation de productivité, une meilleure utilisation des ressources. Je pense que ça, c'est vraiment important par les temps qui courent. Quand je parle de ressources, je parle aussi d'énergie. Je pense que tout autant qu'on est dans la pièce, on a vu nos factures énergétiques grimper fortement dernièrement. Et donc, finalement, on est dans la métallurgie. La métallurgie, effectivement, tous autant qu'on est, on s'en sert de près ou de loin, on y est confronté. Par exemple, tous dans la pièce, vous avez potentiellement un téléphone portable. Il faut savoir qu'ils sont usinés, les châssis de téléphone portable. Les écrans sont usinés aussi. Mais bref, je pense que si effectivement on est en capacité de mieux se servir des ressources disponibles, on va pouvoir arriver vers des choses plus intéressantes, surtout plus vertueuses, je dirais. On a des cas clients, on a réussi à améliorer la productivité à 2 chiffres, et c'est pas un ni un deux le premier. Il y a des vrais savoir-faire métiers, mais nous, en fait, ce qu'on va apporter dans la métallurgie, il y a beaucoup de choses qui sont faites de manière empirique. Nous, ce qu'on apporte, et c'est une casquette d'ancien chercheur qui parle, c'est qu'on utilise notamment des capteurs, de la tech, et on vient mesurer des propriétés physiques, on se base sur de la physique, et ça va être l'occasion de, je pense, conclure ce petit point, c'est de se dire, voilà, on vient mêler ce qui se passe dans la vie de tous les jours avec de la technologie, des valeurs mesurées. Et quand on combine tout ça, on arrive à des résultats généralement très sympathiques pour tout le monde. Et du coup, en lien avec le laboratoire de recherche, et donc là, on pourrait parler de vraiment cercle vertueux entre le laboratoire de recherche, la création de start-up, qui fait que ça amène, la start-up permet d'amener les résultats de la recherche pour un bénéfice vers la société, qui va aussi après ramener aussi de la valeur pour le laboratoire de recherche. Oui, tout à fait, c'est ça. Effectivement, c'est vraiment la plateforme étant un lieu où on collabore, comme je disais, quotidiennement. C'est effectivement l'occasion de travailler sur des projets, je dirais, communs, inclus des fois des API ou des choses comme ça. Et oui, ça va permettre de créer de la valeur. Et du coup de faire avancer un peu le schmilblick, comme on peut dire, des 2 côtés. On ne peut pas parler de deep tech et de recherche sans revenir quand même sur tout ce qui va être un investissement, parce qu'on a besoin de moyens à la pointe, ou j'ai envie de dire, je vais parler un petit peu crûment, mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers, quoi. C'est-à-dire que celui qui fait tout le temps la même chose, il ne cherche pas à progresser. S'il ne cherche pas à progresser, à un moment, il est obsolète. C'est clair. Donc du coup, ça impose aussi de se poser des questions, d'être dans l'échange, de voir aussi ce qui se fait, de collaborer pour des lancements de thèse ou des post-docs, différents types de missions. Effectivement, j'ai envie de dire, on grandit ensemble, et surtout grâce à cette forte collaboration publique-privée, sans qui, déjà, 1, j'aurais pas fait mes études ici, et 2, je serais pas là à vous parler. Merci. Donc ça fera le lien avec la table ronde numéro 3, justement, on parlera des liens entre les startups et les laboratoires de recherche. Donc avant de laisser la place pour la seconde table ronde, parce que je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment bien dans les temps, là, désolée. J'ai une question du public. Le statut de chercheur est le résultat d'un parcours académique assez long. Serait-il utile, selon vous, d'inclure très en amont dans le cursus universitaire une sensibilisation aux possibilités, aux perspectives offertes par l'entrepreneuriat ? Peut-être, Alexis, tu veux répondre, tu es encore étudiant, toi. Pour ma part, du coup, pour répondre à cette question, les perspectives sont assez nombreuses, parce que j'échange, du coup, donc notre logiciel s'appuie sur un système d'intelligence artificielle pour optimiser le chargement des poids lourds.
Et du coup, j'échange fréquemment et je travaille aussi avec des chercheurs en mathématiques sur l'Université d'Orléans pour pouvoir améliorer nos process et aussi permettre de proposer un logiciel qui est automatiquement personnalisé pour chaque client. L'idée, c'est pas d'avoir un logiciel qui est large et générique, un logiciel métier compliqué à utiliser. C'est vraiment un logiciel du coup qui est personnalisé pour chacun. Et on se base justement avec des chercheurs pour automatiser ça à l'aide d'une intelligence artificielle. Donc voilà. Donc les perspectives entre start-up et le monde universitaire et de la recherche est quand même très liées selon moi. Merci. Du coup, en termes de sensibilisation, bon, moi j'ai ma petite idée, mais mais bon, Je peux oui, mettre les peut-être pieds dans Vincent. le plat. Vas-y. Pour avoir- Rapidement, parce que je crois qu'on est. Rapidement, oui. En fait, la différence se fait entre les écoles d'ingénieurs qui ont ce cursus un petit peu différentiel ou différent des universités et ont déjà cette culture un peu de l'entreprise, sans forcément parler d'entrepreneuriat, mais en tout cas d'entreprise. Et pour avoir fait uniquement mon passage en université, c'est de mon point de vue ce qui manquait. Pas forcément des cours, mais au moins de la culturation à l'entreprise et éventuellement à l'entrepreneuriat, mais ça après, c'est les sensibilités de chacun. Donc oui, je pense que c'est essentiel dans les universités. Merci beaucoup. Eh ben, je vous remercie tous nos intervenants. Merci beaucoup. J'espère que ça passe pas. Je vais retourner. Non, ça marche pas. C'est pas grave. Mais voilà, j'espère que vous êtes tous prêts pour entreprendre ou pas. Et c'est pas grave aussi. Tout va bien. On n'est pas obligé, hein. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Christelle. Au revoir. Merci.